Eh ben, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour le deuxième numéro de ce live consacré au RPG Day. On n'en a pas fait hier. Aujourd'hui, on a deux mots sur lesquels discuter, qui seront map et tactique. Et ce soir, on a deux invités, un revenant, Diméthyle, et un petit nouveau, Arnaud, que je vais laisser se présenter d'ailleurs. Arnaud, vas-y si tu veux. Tout d'abord enchanté et merci de m'avoir invité pour ce soir. Voilà, je me présente, je suis Arnaud, je suis un jeune joueur de JDR, étant donné que j'ai été initié via Aventure de Joueurs du Grenier et que j'ai fait ma première soirée en 2015. Après, il y a eu une grosse période où je n'ai pas vraiment joué, j'ai fait beaucoup de jeux de rôle avec mes propres règles, à ma sauce, avec des amis. On n'a jamais touché réellement de vrais jeux de rôle. Et puis voilà, là je commence à toucher un peu à du D&D, à du Cthulhu. Et voilà, pareil, je continue un peu à essayer de faire mes propres jeux avec mes propres règles. Voilà. Très bien. Bon, et puis Diméthyle, on ne présente plus vraiment. C'est déjà un ancien sur l'émission. Qui fait des études en socio, anthropologie C'est ça, et qui mène des recherches autour du jeu de rôle. c'est ça, c'est ça. On est exactement là-dessus. Alors donc pour ce soir, on va discuter de cartes et de maps en anglais du coup parce que forcément en français carte ça pourrait aussi vouloir dire d'autres choses et sur lesquelles on pourrait parler aussi autour du jeu de rôle parce que des jeux de rôle qui se jouent avec des cartes il y en a. Mais non Il y a là même le principe de deck d'infini que certains font sur des dés qui est très drôle, je trouve. mais Je sais pas là si tu connais le principe. non j'ai pas sur DD alors j'ai très peu joué autour de DD. Bah moi j'ai pas c'est pas quelque chose que j'ai fait mais c'est quelque chose que j'ai vu faire où plutôt que de faire un dé de rencontre ou quoi, il y a un deck euh, de d'événements aléatoires. D'accord. Et donc les cartes, du coup, juste très rapidement, alors on va pas faire un gros historique, les maps, les cartes, les plans dans le jeu de rôle, à la base c'est inhérent au jeu de rôle. Le jeu de rôle c'est un dérivé du wargame. Euh, et finalement, c'est un petit malin qui un jour s'est dit mais moi, je veux pas jouer toute une armée, je veux jouer un personnage, un bonhomme, et puis le faire avancer. Et puis voilà, Gary Gygax a eu cette idée, et puis c'est comme ça qu'est né Donjons et Dragons. Et donc, forcément, les cartes, les plans faisaient partie inhérente du jeu de rôle parce que c'était la dérivation, la continuité finalement des wargames. Et puis petit à petit, avec la naissance d'autres jeux de rôle, d'autres façons de jouer, le fait de s'intéresser sans doute plus aussi aux personnages et puis aux personnages non joueurs, ça a un peu perdu de sa saveur. On a eu des jeux où on n'utilisait quasiment plus de cartes, de plans. Et ces dernières années, moi j'aurais tendance à dire que les plans reviennent un peu en grâce. Les cartes en soi, ça a toujours été. Je crois que tous les joueurs ont toujours adoré les grandes cartes de monde, les cartes de ville, des choses comme ça. Mais les plans en eux-mêmes, ça revient un petit peu, ça reprend un peu ces titres de noblesse, mais on pourra en reparler peut-être un petit peu plus tard. Euh, Tout d'abord, je voulais vous demander, est-ce que vous utilisez des cartes et des plans parce que du coup la map ça sert aux deux. Est-ce que vous avez l'habitude d'utiliser des cartes ou des plans quand vous faites du jeu de rôle? On va commencer avec Diméthyle peut-être. Alors pour ce qui est des cartes, les cartes topographiques de continents, de pays, ce qu'on veut, ouais j'en utilise beaucoup. Bah, je l'ai fait moi-même d'ailleurs. Et voilà. Par contre, pour ce qui est des plans, disons à échelle plus restreinte, soit j'en fais pas parce que je préfère passer par la description orale, quitte à perdre un peu de temps à vraiment essayer de décrire, donner une ambiance, etc. Ou alors je fais des schémas à main levée rapides. D'accord. Et pour les cartes, tu fais à la main ou tu utilises des logiciels?
Je le fais en deux temps en fait. C'est-à-dire qu'il y a une première version, j'en ai à côté d'ailleurs si vous voulez. Je fais une première version souvent au brouillon à main levée. Et souvent après je les reprends et je passe par Incarnate Hmm. pour les versions finales on va dire. Ok, ok. Et Arnaud, toi alors? Alors, personnellement, j'utilise peu de cartes. J'utilise, on va dire, plutôt des... quand il y a besoin vraiment de... Par exemple, pour des D&D, pour y revenir. Étant donné que je suis dans un univers qui est vraiment très défini, j'utilise la carte monde de l'univers en disant, bon, bah voilà, vous partez de là, vous allez vers là, vous vous situez à peu près ici. Euh, Parce que là, il y a tout un background qui est lié à ça. Un joueur qui a l'habitude de jouer va vous dire, ah, ici, je sais qu'il y a c'est une région où il y a plein de trolls, où il y a plein de gobelins, donc on doit y faire attention, etc. Ou à contrario, dire, ah, ben là, je vois, nous, on va plutôt aller vers la mer, du coup, on va partir dans cette direction-là. Dans ces cas-là, je peux effectivement utiliser une carte pour vraiment situer un petit peu, aider mes joueurs à se placer dans le monde, ce qui est un peu normal. On se donne une idée. Après, dans les niveaux eux-mêmes, pas vraiment. Il faudrait que je le fasse. Mais en fait, d'un côté, je trouve qu'une bonne description peut suffire. Et que une carte, c'est facile. En tant que joueur, c'est vraiment très cool d'avoir une carte style Roll20 pour ceux qui utilisent à distance. D'avoir cette petite vue de dessus, savoir que ah tiens, mon ennemi il est là, j'ai un objet qui bloque sa vue par ici, moi je suis là, je vais pouvoir faire ça de distance, etc. C'est très cool en tant que joueur, on pose un petit peu notre cerveau, mais je trouve que si on n'a pas, on va dire, la capacité artistique de représenter ce qu'on a envie de représenter en tant que maître du jeu, ça peut être un frein aussi à l'imagination des joueurs. Parce qu'on se retrouve avec à utiliser des assets qu'on a trouvés parce qu'on n'a pas mieux. Et en fait, dire, bah non, c'était pas vraiment ça, en fait, ce qui est devant toi, et le joueur va dire, ah merde, finalement, c'était pas ça, parce que moi, je vois ça. Toi, t'es là, t'es en mode, oui, mais c'est pour imager. Donc, voilà, je trouve que ça peut être un peu à double tranchant, et donc je pense qu'effectivement, le schéma est peut-être le meilleur entre deux, comme fait Dimétil actuellement. Hmm. Ouais, ouais. Bah moi perso, bon, j'ai pas été élevé à la map, au plan. Moi, je suis arrivé quelques années après Donjons et Dragons. J'ai quasiment jamais joué à Donjons et Dragons. Et j'ai tout de suite commencé avec des potos qui jouaient pas avec des plans. Euh, et donc, j'en ai très, très, très peu utilisé. À la limite, parfois, quand il fallait réfléchir un petit peu, justement, commencer à se dire bah, qu'est-ce que vous faites, où est-ce que vous êtes, comment vous vous déplacez, round par round, qu'est-ce se passe-t-il. Bah là, on faisait, voilà, on griffonnait un petit truc sur une feuille, on prenait des dés, des bouchons, des machins, et puis on essayait de se représenter la scène. Mais j'avoue que ces dernières années, et notamment avec l'arrivée de tous ces petits programmes, ces petits logiciels euh, qui permettent de faire des plans, des cartes assez facilement, j'en utilise de plus en plus et encore plus ces deux dernières années parce qu'on s'est retrouvé à devoir faire du jeu de rôle à distance. On pouvait plus trop, voilà, on pouvait plus trop se retrouver autour d'une vraie table pour discuter, boire un coup, manger et jouer, faire du jeu de rôle. Et du coup, bah, le fait d'utiliser, que ce soit de toute façon Roll20, Let's Roll ou Foundry VTT, euh, leur base c'est quand même des cartes, quoi. Donc, donc finalement, je m'y suis mis un petit peu. En tout cas, disons que pratiquement à chaque fois qu'on faisait un scénar, il y avait au moins un moment où il y avait un petit déplacement et où bah, les joueurs devaient se déplacer sur la carte pour avancer, explorer. Euh, bon, en sachant aussi que forcément d'un logiciel à l'autre, c'est pas du tout la même chose. C'est vrai que par exemple, Let's Roll
Et encore dans ses débuts, donc la prise en charge de la vue, des ombres, voilà, du brouillard de guerre, elle est assez limitée. Là où, par exemple, Foundry, c'est impressionnant. Enfin, tout ce qu'on peut régler sur Foundry VTT, tu vois, quand tu parlais, bah, le joueur, il sait que le mur est là, qu'il y a un truc comme ça. Là, dans Foundry, tu règles tous les murs, tu règles les ombres, tu règles sa visibilité. Est-ce qu'elle est à 360? Est-ce qu'elle n'est pas à 360? Jusqu'à combien il peut voir? Et tu te retrouves là dans des situations où bah, si l'ennemi il est caché par un mur, de toute façon, il le voit pas, hein. Il voit le mur, il voit pas l'ennemi, quoi. Et donc, c'est super bien foutu, quand même, là-dessus. Si on aime jouer avec des plans, pour le coup, Foundry, il faut y passer un petit peu de temps, mais c'est quand même très très bien foutu. Donc voilà. C'est là où je me dis, par rapport à ce que tu as fait sur le scénario et ce que tu disais, est-ce que justement c'est pas là où la limite entre le jeu de rôle et le jeu vidéo est un peu très fine, du coup? Quand on règle finalement tous ces paramètres, on se retrouve pas à jouer presque à un jeu vidéo plus qu'à un jeu de rôle? Bah non, parce qu'en en fait, on discute énormément, donc ça reste avant tout de l'oral, tu vois. Après, Ouais. c'est une représentation qui permet de mieux mettre en place, de mieux comprendre ce qui se passe, notamment quand il commence à y avoir plusieurs joueurs, plusieurs ennemis, et savoir qui fait quoi, qui est où. Bon, une fois de temps en temps, voilà. Avant, c'était le petit schéma sur la feuille. C'est vrai qu'en jouant à distance, bah, du coup, voilà, je m'oblige à trouver une carte ou à faire une petite carte. Et notamment, voilà, il y a des programmes qui sont très très bien foutus. Bah, j'ai préparé une petite liste d'ailleurs. Alors, c'est absolument pas complet, mais c'est quelques petits trucs que j'ai trouvés sur internet là. Donc, bah, il y avait Incarnate dont tu parlais, Diméthyle, hein. Mais il y a aussi quelques autres petits programmes. Ouais, bah là, il est même pas là, tu vois. Là, j'en ai chopé quelques-uns. Euh, bah, notamment aussi Dungeon Alchemist, hein, qui a eu un Kickstarter là, il y a quelques mois, qui permet de générer aléatoirement en 3D, et donc après, si on veut en 2D, des donjons, entre guillemets, mais ils vont s'atteler aussi un petit peu à faire de l'extérieur, qui est assez impressionnant parce qu'en fait le truc te génère aléatoirement en fonction de ce que tu lui demandes, puis après tu peux tout bouger comme tu veux. Enfin, c'est un truc assez hallucinant. On avait vu un aussi qui était assez sympa, je trouve, mais c'était pour les cartes de ville, qu'il était capable de générer des cartes de ville Ah oui, de manière procédurale. bah, je me Et demande si c'est. c'était un projet d'un mec en informatique qui était en open source. Enfin, Ouais, il y a un truc genre, bah, en plus le nom doit être basique, quoi, genre City Map Generator ou un truc comme ça. Je crois que j'ai déjà utilisé. ouais, c'est quelque chose comme ça. J'avais un peu lutté pour le trouver parce qu'il était hébergé sous un autre site. Enfin bref, c'était. Mais oui, c'est vrai que, enfin, ouais, voilà, il existe plein, 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 plein de choses. Mais Euh, si je peux me permettre, genre, je fais un rebond un peu dans le temps sur la différence entre JDR et enfin, JDR sur table et jeux vidéo. C'est un truc que j'ai lu dans un bouquin, ça vient pas de moi. Mais selon moi, du coup, je suis très d'accord. Donc, selon moi, la grosse différence et qu'il y aura toujours, même si au final tu fais même si tu crées complètement l'univers du jeu de rôle en 3D et que tu l'affiches sur un écran. Dans un jeu de rôle sur table, si t'as envie de tuer un dragon en lui mettant un zeppelin dans la gueule, tu peux. Ouais. Ce que tu pourras jamais faire sur un jeu vidéo si c'est pas prévu. Ouais, d'accord, et ça se tient, ça se tient. oui, c'est ça. Il y a cette limite de ce qui n'est pas programmé, tu pourras jamais le faire. C'est ça, alors que jeu de rôle sur table, la seule limite, ça restera toujours et encore ton imagination. Mm. Et c'est là aussi qu'en fait, le fait que tu m'aies parlé de ces créations de cartes que tu mets en place depuis maintenant 2 ans, c'est aussi pourquoi je n'utilise pas de cartes. C'est parce qu'on revient toujours sur le scénario, donc dont vous avez discuté la dernière fois, qui est qu'on ne maîtrise pas ce que font les joueurs, et que du coup on peut préparer 26 cartes en se disant ils vont aller là, ils vont aller là, ils vont aller là, et à la première carte, ils partent complètement l'opposé. Et Mm. là on se retrouve avec des cartes obsolètes.
C'est pour ça que sur le principe, voilà, je n'essaye pas de faire des cartes, parce que je sais que pour certains, il y en a qui créent les cartes et sont très forts et très rapides, mais même ce temps de création de cartes, c'est du temps où le joueur, je pense, est décroché un petit peu de la narration et du jeu, et où il doit un petit peu attendre en disant, bon, bah maintenant j'attends ma carte, et on, on se dissipe un peu. Euh, Après, je sais pas, chacun a sa méthode, mais c'est là où ça devient intéressant d'avoir justement ces générateurs aléatoires, parce que justement là, on peut avoir toujours quelque chose sous la main. C'est Ah, vrai. ah, ils vont dans une ville, bon, boum, hop, j'ai une ville, peu importe qui. Et Oui, puis, ce que j'aime bien là utiliser, c'est des images un petit peu d'ambiance. C'est-à-dire, ben voilà, à peu près la ville à quoi elle ressemble. Là, on est dans un quartier généré peut-être aléatoirement, on s'en fout. Mais voilà, vous avez la ville à quoi elle ressemble à peu près, et vous avez un décor pour vous y balader si vous voulez un support visuel, et moi aussi un support visuel, entre guillemets. Bah ça pour le coup c'est plus quelque chose que je fais, bah, surtout pendant le Covid où je jouais beaucoup sur Roll20. Pour mes jeux de rôle, j'utilisais pas effectivement pas de plan ou quoi. Par contre je mettais des illustrations de fond quoi. ouais, Euh, ça c'est quelque chose que je fais beaucoup aussi. Du coup, moi, c'est sur Let's Roll, parce qu'en plus, c'est plus facile sur Let's Roll que sur Foundry, de faire en fait des pages qui sont avec des images d'ambiance, quoi. ouais, c'est ça. Donc les dessins des personnages quand c'est un scénar qui est déjà existant, des dessins d'ambiance, des quartiers, des lieux, etc. Et puis au fur et à mesure qu'ils arrivent dans certains endroits, qu'ils rencontrent des personnages, paf, je découvre. Et ça pour le coup, ouais, les trolls ça marchait bien parce que leur brouillard de guerre c'était vraiment tout noir et puis après tu retirais ce que tu voulais au fur et à mesure et donc voilà je montrais voilà, hop, vous rencontrez tel personnage tac et puis et ouais ça c'est quelque chose que je fais pas mal aussi ouais. Après, je pense que justement, si on rajoute à ça l'ambiance sonore, on obtient un peu ce qu'on veut. C'est-à-dire que, ouais, certes, on a mis une image, mais avec le son, on obtient, entre guillemets, l'endroit qu'on veut. Et que du coup, les joueurs peuvent encore plus là, faire travailler leur imagination pour dire, Mm, OK, mm, mm. donc ça ressemble à ça sonne comme ça, OK, je vois à peu près dans quel endroit je me trouve. C'est vrai que en- c'est vrai que allier le visuel et le sonore, ça, je trouve, ça rend très très bien en termes d'immersion. Ouais, et t'as énormément de soundbase que tu trouves voilà, sur YouTube, sur n'importe où. Mm. Euh, Mm, mm, mm. et t'en as même déjà qui sont pré-générés aussi sur tous ces petits programmes hein, quand tu joues à distance. Ouais, c'est intéressant aussi. Sans en abuser, je pense. Enfin, j'évite d'en abuser. Mais de temps en temps, ouais, c'est sympa. C'est Mais il y a sympa. même il y a un site qui existe qui permet de mixer soi-même ses ambiances, etc. J'ai plus du tout le nom du site, mais c'est mon ancien prof de physique qui m'a envoyé ça et ça marchait pas mal. Ouais, bah, Et qui permettait vraiment de générer tout, de superposer des pistes audio, donc de la musique, du bruit, ce qu'on veut, ouais, parce que et t'as vraiment Sirenscape, de gérer chaque niveau. t'as C'est Sirenscape qui peut-être fait ça, ouais. ça. C'est peut-être ça. Donc tu dois télécharger des trucs et puis après, pour chaque ambiance, t'as plusieurs réglages possibles. Donc c'est pas totalement libre, mais tu peux déjà régler pas mal de choses. Et oui. Bah, du coup, ouais, pour carte, je sais pas, je pense on a fait un peu le tour sur l'utilisation qu'on pouvait en faire. Tu nous disais que tu en avais sous la main, peut-être, Dimétil, des choses Ouais, que j'en tu as ai faites. quelques-unes. Si tu veux Alors ça nous va faire un montrer ça. bordel parce que c'est une pochette. Alors, par contre, à côté de ça, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui dessinent des cartes, des fois, qui sont magnifiques. Ah, il y a des Ça, choses Alors, extraordinaires. attends de voir mes cartes avant de dire que quoi que ce soit est magnifique, hein, parce que celle que je fais à la main, c'est simplement des brouillons à la base. Tu sais, c'est plus histoire d'avoir une idée. Alors, typiquement, la Matrix se présente comme ça. mhm. Donc c'est un gros bordel. T'as basiquement le petit bout en haut à droite qui est une carte. Par-dessus, t'as des explications du texte, du lore. Et après... Ouais, non, après, il faudrait que je stream mon écran et tout.
Euh, Enfin voilà, vraiment je fais ce schéma-là qui est l'idée de base, Mm. en plus ou moins détaillé en fonction, j'en ai une autre là, qui est accompagnée de petits schémas géopolitiques et de couleurs, de machins, de trucs, des conflits, des différents conflits, etc. Mais après en fait le gros du travail c'est surtout après. Souvent ça c'est des trucs que je fais en cours et que je retravaille après sur Incarnate par exemple. Je sais pas si je peux. Non, je peux un upload sur Twitch directement. Ouais, non. Et puis si Après, tu tu peux si partager ta cam, enfin partager ton écran du coup. non, parce que s'il partage son écran, en fait, ça va décaler toutes vos cams et ça, Ah oui. et ça va Ça vous risque de décaler, foutre un ça bordel. va vous décaler sur Twitch. Vous serez plus en face des trous. Merde. Donc Euh, ouais, Après, je peux te les envoyer. Je peux t'en envoyer si jamais. Si toi tu peux les afficher, je sais pas. il faudrait que entre-temps que je prépare une petite page, une petite scène, mais pourquoi pas, ça peut être faisable. Attends, je t'en envoie deux. Et, histoire d'avoir la tête des trucs finaux, quoi. Plus ou moins. Ne pas montrer que le démarrage. Bah, que le brouillon fait au stylo au milieu d'un cours d'anthropologie, quoi. Bah, d'ailleurs, il m'en manque. Et il y en a que j'ai pas téléchargé, tiens. Ah, bravo. Du coup, pour faire ça, c'est une sorte de broche qui te fait des trucs Euh, préfaits. Alors, ouais, en fait, ça fonctionne un peu par couche, c'est-à-dire que t'as un brush, en gros, ajouter de la terre, retirer de la terre, et après t'as des brushes objets Mhm. et couleurs que tu passes par-dessus, quoi. Typiquement, les montagnes, c'est un brush Mhm. qui te génère différents modèles de montagnes, en fait, qui te mélangent. Et voilà, les arbres, c'est pareil. Et après, Ouais. t'as d'autres choses que Oui, tu places de manière plus c'est bien imposée. foutu, ouais, c'est bien foutu une carnet. Mais Non, du coup, franchement, c'est propre, hein. Ouais, t'as c'est payé? sympa. T'as payé ou t'es Ouais, sur... ouais, je ouais. paye, j'ai un abonnement à l'année. Oui, c'est... Bon, c'est pas grand chose, c'est 14 balles, je crois. hmm. Euh, Très pratique. Mais ouais, ouais, c'est vrai que c'est sympa, puis ça te permet d'avoir des maps quand même bah, assez sympathiques, quoi. Et Ouais, ouais. je mets quoi? Je mets, je sais pas. Les plus courtes, je dois mettre 1h30, 2 heures pour les faire. Les plus longues, j'ai mis 5 heures. Ouais, une fois que tu as ton schéma et que tu as à peu près l'idée de ce que tu vas mettre, ça va beaucoup plus Ouais, c'est vite. ça. C'est ça. C'est pour ça que je fais mes idées d'abord dans mon tas de feuilles incroyablement bordéliques qui constituent le lore de mon JDR. Et après, je les retravaille, quoi. ben, alors, on va rajouter quand même nos... Et qu'est-ce que je peux vous rajouter aussi? Euh, voilà. Histoire qu'on vous entende aussi en voyant le... Ce serait dommage sinon. Donc Ce serait normalement là dommage. c'est bon. Donc voilà, on va transitionner. Ouais, non mais c'est ça. Hop, voilà. Normalement on vous entend et on voit les cartes. C'est incroyable. C'est si beau. Donc voilà, Et donc pour le coup, effectivement. voilà, je vais pas faire le corporate, mais Incarnate, j'aime beaucoup. Et ils font des mises à jour très 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 régulièrement. Ah, À rajouter beaucoup de choses. je l'ai C'est sympa. utilisé moi en version gratuite une fois pour Mhm. pour un petit scénar en fait que j'ai écrit
pour les terres de Matnac. Euh, Ok. et comme j'étais incapable de dessiner, enfin voilà, il fallait juste un petit campement, un machin, un truc vraiment très con, mais je voulais au moins avoir un petit dessin. Mm, mm, mm. Je l'avais fait avec Incarnate, la version gratuite, ça avait suffi. Voilà, depuis ça a été refait par quelqu'un qui sait dessiner, donc c'est un peu mieux. Mais ouais, non, c'est vrai que c'est très sympa. C'est très, très, très sympa. Bah, ça simplifie quand même beaucoup de choses, quoi. Mm. Et pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, Arnaud, j'ai pas envie de dire une connerie. Oui, c'est ça, hein. Oui, oui, t'inquiète. Ouais. J'ai plein de maps qui servent à rien. Voilà. Euh, Voilà. j'ai plein de maps qui servent à rien ou qui ne servent pas encore, si tu veux. Parce que bah, les joueurs ils sont jamais allés en fait simplement et peut-être qu'ils iront jamais, tu vois. Mais c'est pas grave, c'est pas forcément pour mes joueurs que je l'ai fait donc En vrai, quand tu utilises ce genre de cartes là, c'est sûr que c'est un peu plus générique, donc c'est plus facilement réutilisable. Que vraiment, tu sais, quand on parle vraiment d'une carte d'une ville, ouais d'une non forêt, c'est des vraiment cartes ouais c'est ça. Là c'est des cartes enfin presque continentales quoi donc c'est ça va, il y a quand même des chances qu'ils y aillent à un moment donné. Alors que c'est vrai que si tu t'embêtes à faire une carte pour chaque village, Mm. t'es mal barré quoi. Ce qui est un peu le cas, je trouve, sur Aventure. Aventure, c'était un petit peu vraiment découpé par zone à chaque fois. Vous avancez petit à petit et ça pouvait justement, bah, pendant les lives, entre guillemets, enfin, ils faisaient pas du live, ils faisaient de la vidéo, mais on Mm, sentait qu'il y avait du temps qui était alloué uniquement à la création de la carte, quoi. mm, mm, mm. C'est vrai que bah, Aventure, j'ai pas regardé très très longtemps parce que ça m'a un peu. Je sais pas trop ce qui m'a dérangé si c'est. Je suis pas un grand fan de Maillard, mais euh, c'est vrai que j'avais un peu l'impression que c'était un poil linéaire peut-être. Et, Je pense que, voilà, vu qu'il y avait beaucoup de trucs par rapport aux cartes, ça entraîne le côté où les joueurs, ils sont un peu libres, mais pas trop. C'est mm, soit on bloque les joueurs au niveau de la narration en leur disant vous faites pas ce que vous voulez entre guillemets, soit on leur laisse faire ce qu'ils veulent, mais vous n'avez pas le choix de où vous allez quoi, où vous allez, mm, excuse-moi. Ouais. Donc effectivement ça peut ça dérange un peu. Bah, c'est sûr qu'à partir du moment où tu fais une carte ou tu fais un plan et que tu le prépares à l'avance, et ça comme au final n'importe quel élément de scénario, hein. Si tu prépares une scène que tu t'es fait chier à écrire qui fait 4 pages sur le papier, bah ça se trouve elle servira jamais. Mm. Et ça m'arrive souvent. Ouais, ça fait partie des risques. Oui, c'est ça, mais c'est pas grave, ça reste une. Bon, bah, elle reste dans un coin, si un jour quelqu'un tombe dessus, quelqu'un tombe dessus. Et alors, du coup, là, moi je vais rebondir sur les cartes, parce que finalement on a beaucoup parlé plan, mais les cartes, est-ce que vous aimez ça? Enfin, dans les jeux de rôle, alors Arnaud, t'as pas forcément beaucoup de jeux de rôle du commerce, hein, tu disais que t'as beaucoup plus fait euh, à ta sauce avec les potes. Mais est-ce que vous aimez ça, les cartes, dans les jeux de rôle, quand avec le livre de base ou avec un financement Kickstarter, on vous offre la carte du monde ou la carte de la ville sur papier glacé, voire sur tissu, c'est ce qui se fait de plus en plus maintenant aussi. Je sais pas, vous aimez ça vous ou pas? Moi j'adore Alors, ça. justement à contrario, certes je n'ai pas fait beaucoup de jeux de rôle du commerce, mais il y avait un truc que j'adorais, que j'avais on va dire un peu trouvé ça pour la première fois, c'était en ouvrant Elder Scrolls 4 Oblivion et avoir la carte Ouais, de Cyrodiil et dans les j'étais en jeux mode vidéo aussi, waouh, Moi j'ai celle j'étais en de mode bord de c'est ciel trop. juste au roule. Bon, tu sais, ouais, elle est aussi cool, tu vois, mais c'est dans la même lignée, mais tu vois, elle a un côté particulier, je trouve, celle de Oblivion, et j'y rejoue un peu de temps en temps, parce qu'il y a toujours, en fait, même dans le jeu, cet aspect carte, en fait, qu'il n'y a pas forcément dans Skyrim. Dans Skyrim, quand on ouvre la carte, on a le monde en 3D, Hum, vu hum, de hum. très haut, et puis voilà. Alors que quand c'est de l'autre côté, on est vraiment l'impression d'avoir ce parchemin-là devant les yeux, et qu'on est là en tant qu'aventurier, et on se dit, bon, là, il y a une crypte, il faut que j'aille là-bas, ou hop, il faut que j'aille remonte là-haut. Et oui, effectivement, j'adore les cartes. Je trouve justement, ce que je disais, c'est qu'une belle carte, c'est incroyable. Et vraiment, je pense que ça aide à se mettre dans l'univers aussi, d'avoir cette carte-là. Après, je pense que c'est peut-être un peu.
ciblé dans le genre des jeux de rôle. Pour moi, j'ai une image de vraiment du médiéval fantastique qui fait des cartes, mais peut-être pas du cyberpunk, peut-être pas du futuriste. J'ai Euh, pas forcément l'impression que ça se fasse dans d'autres univers. Je sais pas. Tu regardes Warhammer 40 000, il y a quand même pas mal de maps, hein, par exemple. Alors Warhammer, c'est vraiment un monde à part, je trouve, hein, Oui, mais non, c'est bien vrai, mais particulier. alors après sur le jeu vidéo, si je me trompe pas, l'édition Day One de Cyberpunk offrait la carte de Night City. Je pense avoir la carte de Night City, si je me souviens bien. Je l'ai pas, je l'ai pas affichée, mais ouais, ouais. je me souviens bien qu'elle était avec, Mm, 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 mm. la. Mais bon, là, on est sur le jeu vidéo. Mais après, ouais, je pense que, enfin, c'est quand même très. Enfin, ils savent ce qu'ils font. Je crois qu'ils savent que ça plaît beaucoup aux rôlistes d'une manière générale. Là, finalement, on est trois à kiffer ça, hein, clairement. C'est aussi un argument de vente, quoi, des fois. Ou même pour le Kickstarter, hein, c'est aussi des fois un argument de se dire je vais avoir la carte en grand format, grand modèle, ça va être super. Euh, Notamment là, c'est le dernier financement. Voilà, je vais plus retrouver le nom, c'est terrible. Euh, sur Game on Tabletop. Euh, Aïe, 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 aïe. Voilà ce qui se passe quand on est vieux. Il n'y a pas besoin d'être vieux pour ça. Oh oui. Ouais, mais ça aide pas. Je t'assure, ça aide pas. Alors, on va retrouver ça rapidement hein, quand même. Euh, voilà, de Château Falkenstein. Aïe, aïe, en plus. Ok. Pareil, là, du coup, avec le financement participatif de Château Falkenstein, ils offraient la carte si on faisait le financement participatif. Et elle fera pas partie du LDB. Voilà, c'est aussi un argument de vente à un moment donné, ce genre de choses. Mais ouais. Je sais pas pour vous, donc moi je suis aussi un joueur de Magic, Magic the Gathering, qui est un jeu de cartes, mais là de cartes à jouer. J'ai joué il y a longtemps, mais Voilà. Et ils font ce qu'on appelle des playmats, donc des tapis de jeu. Et je pense que ça, à lier avec une carte, c'est aussi ce côté-là, se dire, tu déroules, de voir, Mm. de pouvoir vraiment placer tes trucs dessus, c'est ça aussi qui est plaisant. Et peut-être que ça se fait pas encore beaucoup, je pense, de bah, vraiment, ça rejoint un peu la première campagne Cthulhu sur laquelle j'ai joué, où le MJ avait préparé des tonnes de cartes pour faire le lien entre tous les différents lieux qu'on visitait, etc. Et j'avais trouvé ça vraiment, vraiment, vraiment cool. Bon, après, c'est un monstre de préparation, cet homme. Euh, C'est-à-dire que quand il fait un scénar, il va te sortir des vieux journaux, des machins, des trucs et tout, qui font sens ensemble. Et vraiment, avec les cartes, c'était vraiment, vraiment cool. Et le fait de pouvoir épingler les articles de journaux sur la carte, les choses comme ça, c'était vraiment cool. c'est Et ça, c'est ce côté un peu vraiment très réaliste, et qui amène, qui vient lier un peu avec la fiction, qui est plaisant. Ouais, complètement. Ouais. Bah, où vraiment, tu te prends, t'es dedans, quoi. En tant que joueur, mais aussi en tant que personnage, il y a un moment, t'es autour d'une table face à ta carte et tu places tes trucs. Et, euh, non, c'est sympa. là, ouais, là tu vas au-delà même de la carte ou du plan, quoi. Tu es dans l'immersion aussi, où tu joues ton personnage à la table aussi, quoi. Il y a Ouais, un c'est peu ça, ça. quoi. Et c'était pas volontaire, parce que enfin, c'était une scène du jeu qui aurait pu ne jamais se passer. Et mais c'est vrai que en fait, je pense que la carte, ça fait partie des éléments qui peuvent complètement servir l'immersion aussi, quoi. Mm. On commence à rentrer dans le GN, dans le grandeur nature, où là, on est totalement dans l'immersion. Ouais, bah c'était pas du tout l'optique, parce qu'on était dans un salon d'appart, tout simplement. Mm. Mais sur les tables à manger, tu vois. Qui Mais peut être un lieu de Cthulhu, hein, étant donné oui, que c'est très. qui peut complètement. Je crois que nos personnages étaient dans une chambre d'hôtel à ce moment-là. Enfin bref. Mais et c'est très cool. Et j'ai connu un autre rôliste avec qui j'ai pas joué, j'ai pas eu l'occasion de jouer, qui lui chez lui a comment un tableau en liège pour épingler des trucs, notamment les cartes, etc. Et qui s'est acheté un tableau blanc au Velleda Mm. Mhm. où il fait la carte
au fur et à mesure que ces joueurs explorent. Et ça, je trouvais ça cool aussi. Une possibilité aussi, effectivement. Bon, on va peut-être passer sur le deuxième mot. Oui. Mhm. Parce que finalement sur map on a dit pas mal de choses, mais on s'est pas trop étalé, enfin il y avait plan donc de toute façon, mais après on s'est pas trop étalé sur les deux autres mots qui restaient mais qui étaient juste en supplément. Et le troisième mot c'est tactique. Tactique avec bon on a aussi risque, support donc dans le sens de soutien hein, et puis image. Euh, bon, on va peut-être d'abord rester plutôt sur tactique. Tactique. Alors, qu'est-ce que ça vous évoque, vous, tactique? Alors, moi, c'est là où je me pose déjà la question, est-ce que on parle de tactique pure dans le sens, voilà, où nos joueurs sont dans une situation et doivent faire une tactique pour s'en sortir, ou est-ce qu'on parle d'un jeu tactique, c'est-à-dire que on va se placer de telle façon pour pouvoir prendre les joueurs, pour gérer les choses? Est-ce qu'on parle de jeux justement avec tout ce qui est maquette, etc., et qui du coup demande une certaine tactique parce qu'on doit prendre en compte les éléments, etc. Voilà, déjà ça, je pense que c'est déjà un bon point de départ pour savoir de quoi on parle. On parle de tactique ou de stratégie finalement déjà. Mm. Oui, mais bah, Mais, on parle de ce qu'on veut en réalité, c'est le RPG le Ouais. dé, donc tout à fait. en réalité on évoque ce qui nous parle le plus. Moi je vous avouerai que tactique ça m'évoque pas grand chose, je suis pas quelqu'un de tactique ni de stratégique. Par contre je sais qu'avec les potes, quand on joue, on perd un temps fou à réfléchir. ça, ça, clairement, ce qui veut pas dire forcément commencer à penser à une tactique ou à une stratégie, mais on prend beaucoup beaucoup de temps à réfléchir. Ça a d'ailleurs même été pendant un moment presque compliqué parce que les parties de jeux de rôle s'éternisaient à chaque fois parce que la crainte de se tromper, la crainte de faire une erreur, et donc ça parlemente, ça discute beaucoup. Mais tactique en soi, non, en général, les tactiques, elles sont très très vite, elles sont très très vite montées. Enfin, sur le principe, moi, je suis pas quelqu'un en mode hyper réaliste, et puis les potes, c'est pareil quand ils maîtrisent. Le but, on est plus sur le fun qu'autre chose. Et donc la tactique, c'est ouais bon bah on passe à gauche et puis on va essayer d'endormir le gars et puis voilà. Et puis, ouais et puis les caméras, bah on les casse. Voilà, ouais c'est bon, allez, on y va. Donc moi je suis pas très orienté tactique en réalité. Donc à la limite je vais plus vous laisser discuter là-dessus vous si vous avez euh, des trucs à dire ou des choses que vous faites justement quand vous jouez. Est-ce que vous, en tant que joueur ou meneur ou pour vos joueurs, est-ce qu'il y a des mises en place de tactiques de temps en temps Alors, Vas-y. tu veux conseiller? Non, si tu veux conseiller, je te Non laisse, mais hein. vas-y, si t'as quelque chose à dire, vas-y. Vas-y, vas-y. Ok. Je dirais que il y a, moi j'ai fait une différence entre plan et tactique. Donc souvent, on est plus en tant que joueur sur des plans que sur des réelles tactiques, ou dans le sens où c'est vraiment des choses assez sur court terme et pour une situation donnée. On est là en mode, bon, ok, le dragon, il est là, ok, qu'est-ce qu'on peut faire? Il craint quoi le dragon? Est-ce qu'il craint ça? Ok, bon, toi tu passes là-bas, comme tu disais, l'autre il passe là, et moi je l'attire, et puis on le tape, et voilà, donc c'est plus une question de plan que de tactique. Oui. Je dirais une tactique, c'est soit quelque chose qui est récurrent, donc là où on va dire une espèce de chorégraphie de groupe, hein, finalement, où on est OK. On voit que ça marche plutôt bien, donc on va laisser celui-là attaquer, celui-là attirer l'attention, lui nous renforcer par derrière ou nous soigner si besoin. Donc là, je parlerai plus de tactique de combat, donc quelque chose qui serait récurrent. Mais après, de tactique elle-même, je dirais que c'est vraiment un aspect que les joueurs pourraient arriver pour, on va dire, prendre le jeu de rôle de façon un peu froide, carrée, en disant, OK, le jeu fonctionne de telle manière,
on peut gagner de l'expérience de telle manière. Du coup, allons faire ça de telle façon, en enchaînant de telle manière, pour que nous arrivions à ce point le plus rapidement ou le plus efficacement possible. C'est ça que j'appellerais réellement de tactique. Alors Euh, on en connaît, hein. C'est de la tactique métagaming même. C'est le ouais, mini-maxage, c'est le mini-maxage, c'est ce qu'on appelle le C'est ça. mini-maxage, c'est-à-dire que ce qu'on appelait à mon époque les gros billes aussi, hein, qui, mais encore que le gros voilà, bill, c'est- c'est Ah, pas encore plus toujours les gros particulier. billes. mais où, voilà, où effectivement tu fais tout pour monter tes pecs au maximum, pour tout optimiser. Ouais, Mm. ça existe, ça existe. Et du coup, Ça fait partie dit-il, des ouais. choses que j'aborde dans mon mémoire, notamment la figure du gros bill. Euh, Bah, pour ma part, bah, il y a deux choses. Un, en tant que joueur, j'aime pas. Mes personnages préférés sont des personnages qui n'ont pas l'ascendant d'un point de vue martial sur ses adversaires. Ce qui fait que je m'en sors bien plus souvent par la ruse et finalement la tactique, mais la technique au sens du combat, de l'action en cours, que par finalement le combat réel et de face. Typiquement, je parlais du jeu de rôle de mon pote qui me jette pour un joueur à la fois. Bah, ce personnage-là ne sait à la base absolument pas se battre. Et il s'est retrouvé avec la moitié du royaume aux fesses. Donc, à un moment, il a fallu savoir se démerder. Et bah, au final, tout ce que ce personnage peut faire, c'est ruser, trouver des tactiques pour soit fuir, soit réussir à battre ses ennemis. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Devoir vraiment se casser la tête sur un problème qui pourrait paraître insolvable si on n'y réfléchit pas comme ça. Ça, c'est une chose. Euh, D'un autre côté, après, pour rebondir sur ce que vous disiez, j'aime pas du tout le min-maxage, mais vraiment, vraiment, vraiment pas du tout. C'est même pas des questions que je me pose en fait quand je fais un jeu de rôle. Est-ce que ça va être efficace? Est-ce que ça va pas être efficace? Je fais les choses parce que ça me fait marrer et parce que ça me paraît cohérent avec le personnage en fait. Mm. Et au final, j'essaye de ne réfléchir plus que comme mon personnage réfléchirait quand je joue. Mais ça, c'est peut-être, je sais pas, c'est pas le cas de tout le monde a priori. Bah, Oui, ouais, mais Euh, c'est aussi en fonction de comment on a découvert le jeu de rôle, avec qui on a joué. Enfin, tu vois, Complètement, là, il y a une partie complètement. sociologique là-dedans qui est assez importante aussi en Je dirais que réalité. pour utiliser des termes sociologiques, c'est la socialisation et le parcours du joueur en fait. Hmm, Mais, clairement, comme clairement. Et t'en as ouais, beaucoup, complètement. à la limite, qui commencent un peu gros build et un peu mini-maxage, et qui évoluent au fil du temps. Et, euh, et au fur et à mesure. Ah, on a eu Complètement, ouais. un petit follow. Merci le synode pour le follow, ça fait plaisir. Et ouais, moi je sais que au départ, ouais, j'avais un petit peu, on avait, tu vois, un petit peu cette envie de vite progresser, machin. Après, ça Ouais, n'a pas duré longtemps, mais ouais, je l'ai eu. J'ai des potes qui l'ont eu un peu plus longtemps, jusqu'à ce qu'ils rencontrent des joueurs qui étaient absolument pas comme ça et où ils ont découvert en fait. Tu vois, ils ont découvert une autre ouais, façon de jouer au jeu de rôle. ouais, je vois. Et, Après, pour être honnête, c'est comme ça que j'ai commencé aussi, hein, parce que ce que je disais avant-hier, j'ai commencé par le jeu de plateau, Donjons et Dragons, mm, euh, et je jouais avec ma petite sœur et mon père. Et basiquement, je prenais les personnages guerriers et j'essayais absolument de tirer la meilleure épée, la meilleure bah machin, oui. pour faire un maximum de dégâts. Et c'est quelque chose en fait dont je me suis détaché, je pense, quand j'ai commencé à écrire mon jeu de rôle en fait. C'est à force d'écrire des personnages, des choses comme ça, au final, je me suis plus petit à petit détaché de ça, je pense. Euh, voilà. Après, ça c'était en tant que joueur, en tant que MJ, ça dépend. Parce que alors mon jeu de rôle principal, c'est absolument pas fait pour de la méta tactique.
Et il y a un truc que j'aime beaucoup faire pour mettre la pression à mes joueurs, c'est vraiment dissocier les moments où ils peuvent se permettre de discuter et les moments où ils peuvent pas se le permettre. Typiquement, s'ils sont en face d'un garde qui les empêche de passer, s'ils se réunissent en groupe pour discuter, bah, le garde il va réagir quoi. Il va pas les laisser discuter, chuchoter comme des gens extrêmement suspects devant une ville qui est censée être gardée et fermée quoi. Il y a ça. Et à contrario, parfois je leur laisse vraiment des moments où ils sont au calme, ils peuvent discuter tranquillement et là ça part sur des heures de discussion des fois. Et il y a ça, et donc ça c'est pour mon jeu de rôle principal, et celui que j'ai écrit, que j'ai coécrit avec mon pote, donc le porte monstre trésor, qui est basiquement du dungeon crawler. Lui est complètement fait pour faire du min-maxage. Et il est vraiment pensé pour ça. Et c'est aussi, enfin c'est ouais, c'est vraiment très 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 fun à faire, je trouve aussi, finalement. Mais c'est un délire complètement différent, quoi. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Mais après, enfin, les anciens comme moi, par exemple, qui ont joué à Warhammer V1, ont, Elle est trop bien. ont- J'adore la V1 de Warhammer. Mais ouais, mais ils ont tous connu des joueurs qui voulaient être alpheling. Parce que ouais. l'alpheling, il était broken, quoi. C'était de la folie. Donc, c'était le genre de truc, bah ouais, voilà, tu prenais alpheling parce que c'était monstrueux. Le truc, il fait 1m10, mais il pète tout le monde, quoi. Donc ouais, voilà, c'est des choses qui ont toujours existé. Mais est-ce que vous avez, vous, des tactiques en tant que maître du jeu, des tactiques vis-à-vis de vos joueurs, justement, ou des petites habitudes, des petits trucs que vous refaites souvent, soit pour mettre de l'ambiance, ou pour les mettre dans la mouise, est-ce qu'il y a des choses comme ça qui sont un peu récurrentes et qui pourraient s'apparenter à des tactiques, finalement? Alors, si je peux juste me permettre de faire un petit saut dans le temps Ouais, dans ta vas-y, vas-y, question vas-y. pour, par rapport à ce que vous avez dit. Effectivement, je pense que le meta-mining, ça vient surtout des règles. C'est que, en fonction d'un jeu de rôle, si on n'a pas des mêmes règles, on n'aura pas forcément cette façon de penser d'essayer de faire le meilleur personnage, entre guillemets. Si je peux prendre actuellement ma situation en tant que joueur, on me donne par exemple une fiche de DND à faire ou une fiche d'un autre truc qui est déjà fait, on va dire, dans le marbre. Et je vais je vais commencer une campagne bientôt de Vampire à la Mascarade, que je ne connais pas encore. On me donne une fiche de personnage avec des statistiques. Je pars du principe que j'essaie de faire un personnage que j'ai envie de jouer, mais, Mm. mais pour jouer ce personnage, avoir les meilleures statistiques, de moins de base, pour pouvoir le jouer et être assez libre et ne pas me sentir tenu par le jeu parce que ben, t'as mis des stats au mauvais endroit, du coup t'es un peu nul et du coup tu fais pas ce que tu veux. Mais après pour le reste du jeu, je m'y intéresse moins. Mais en tout cas, au début, j'essaye de faire un peu le meilleur perso avec ce qu'on me donne pour partir. Mais à côté Mhm. de ça, si je fais justement un jeu qui ne me donne pas de stats, ou très très peu, ou qui sont peut-être aléatoires, je vais pas du tout jouer de la même façon, puisque là, je joue avec ce que j'ai, et je joue un perso qui n'a pas de moyen, entre guillemets, de s'améliorer en soi. Donc c'est très très différent. Et pour ce que tu parlais, par exemple, des tactiques en tant que joueur, j'aime bien aussi faire des tactiques et qu'on discute. Mais ouais, des fois, effectivement, on se retrouve sur et c'est là où ça embraye un peu sur ta question suivante, où on est dans des situations où ça ne fait que parler et ça n'avance pas. Et même en tant que joueur, des fois, on est frustré parce que bah, la discussion n'avance pas. Et des fois, en tant que maître du jeu aussi, on est en mode, mais les gars, vous prenez la tête, il n'y a rien. Ouais, alors Il ça, n'y a oui, rien. ça, c'est le pire, ça. Ça, c'est le pire, où il y a rien, ils craignent rien, ils ont juste à avancer, et ça discute. Ça discute pendant 1 heure en se disant, ouais, mais est-ce qu'on doit y aller? Est-ce qu'il faudrait pas? Et toi, t'es là, tu te dis, mais bon, je leur dis qu'ils peuvent y aller, là, ou je fais quoi? Non, mais des fois, ils comprennent pas. Même tu leur dis, non, mais les gars, c'est bon, vous inquiétez pas. Je leur dis pas directement, mais tu leur comprendre. Et non, ils sont coincés, coincés. Ils veulent trouver le truc, alors qu'il n'y a pas d'embrouille.
Ouais, mais après, Et c'est aussi le problème du MJ qui de temps en temps est un peu retors, et donc du coup, après, les joueurs ne font plus confiance à aucun PNJ, ils font plus confiance à rien, et donc quand tu essayes d'avoir un personnage, un PNJ auquel les joueurs peuvent se confier, ah ouais, ils veulent pas, quoi, ils ont trop peur, ils se disent non, non, ça va mal finir. mais je Ouais, pense que c'est là où c'est bien ce que tu fais un peu, dit c'est dans le sens où il faut avoir des temps où on laisse peut-être les joueurs discuter, avoir des temps où ils peuvent discuter même in RP, mais des temps où ils ne peuvent pas discuter aussi in RP parce que la situation n'y s'y prête pas. mm, Et mm, ça mm. renforce probablement l'immersion aussi. Et c'est là qu'on en vient aux tactiques en tant que MJ. Quand je vois qu'il y a des discussions qui vraiment n'avancent pas comme ça, ils vont prendre un truc dans la tronche. Pas forcément très méchant, mais il va se passer un truc qui va couper court à la discussion, quoi. Euh, ça peut être n'importe quoi, une armée de monstres, un PNJ qui débarque, enfin n'importe quoi qui se passe, qui va vraiment couper court à la discussion au final. Ou Que la ou discussion pour les n'avance pas. forcer à agir, C'est ça, soit pour les forcer à agir, soit pour les forcer à passer à autre chose, ou à continuer la scène, ou des choses comme ça. Ouais. Bah dans les Donc, petits mots-clés, là, il y avait risque aussi. Et c'est souvent lié à ça aussi, hein, tactique et risque. Et puis justement, toutes ces discussions entre joueurs, c'est souvent aussi lié au risque ressenti par Complètement, ouais. par les joueurs, par les personnages à travers les joueurs. Et ouais, il y a souvent ça, cette idée de risque. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on le fait pas. ouais, souvent, il y a ce problème un peu de balance de prise de risque et pas prise de risque. L'attrait qu'on a pour le personnage qui rentre aussi en compte. Et que des fois, en fonction du jeu, on a envie que les joueurs prennent plus de risques parce que la récompense et même l'événement peut être plus beau. Mm, mm, mm. Et des fois, au contraire, bon, ça arrive moins parce que je pense que ça dépend du maître du jeu et de l'univers auquel il joue. Mais de calmer leurs ardeurs. C'est rare de trouver, je pense, un joueur qui vraiment va à la mort si c'est pas un barbare, par exemple. Tu vois. Mm, mm, C'est, mm, mm. qui va où tu es en mode. C'est un peu chaud là quand même, tu risques de mourir. Et que le genre soit en mode de je m'en fous, c'est assez rare en général. Ouais, Mais je ouais. t'avouerai que j'avais une princesse perdue à Rêve de Dragon. Et pareil, mais c'était aussi un peu pour contrer cet immobilisme qu'on a. Voilà, nous on est un groupe de potes, ça fait plus de 30 ans qu'on joue ensemble, hein, donc on se connaît parfaitement bien. Euh, et euh, c'est vrai que voilà, il y a cet immobilisme souvent où prend beaucoup de temps à discuter, etc. Et moi j'ai un personnage de princesse perdue, enfin l'archétype un peu de la princesse perdue et qui était un peu, enfin, c'était toujours la première à foncer, quoi. Et elle se mettait dans des situations très très compliquées et les autres étaient obligés, étaient obligés d'aller l'aider parce que sinon elle allait mourir, quoi. Et un peu tête brûlée, mais sans s'en rendre compte, quoi. Elle avait ce côté bah j'y vais, allez, c'est tout. Et puis et elle a essayé d'aller attaquer un géant une fois. Enfin voilà. Et elle a cru qu'elle avait réussi à le faire s'enfuir, alors qu'en fait, c'était le haut rêvant qui était derrière elle, qui a fait le backup et qui a réussi à lui faire peur. Et elle a cru lui avoir fait peur en lui hurlant dessus, tu vois, avec sa petite épée à la main. Enfin voilà, mais donc oui, ça peut arriver, mais en même temps c'était voulu. Enfin voilà, je jouais ce personnage comme ça, euh, justement pour secouer un peu aussi les choses, et puis parce que c'était son tempérament aussi. Elle avait ce tempérament un peu de feu, d'y aller, et puis On bah, réfléchit après, quoi. voilà, Mm, mm, mm. il adviendra ce qu'il adviendra. Bon, voilà, il lui arrivait quand même des ennuis hein, régulièrement, mais, euh, mais ouais, ça peut arriver, ça peut arriver. Ouais, ça peut arriver, moi j'ai eu un cas il y a la dernière session que j'ai fait. Euh, Il y a un démon de feu qui débarque face à un village. Et à la base, le joueur était pas très très chaud pour y aller. Et quand il a vu qu'il y a un gamin qui voulait s'interposer pour protéger le village, il a foncé sans réfléchir. Et je pense que c'est un truc très très important avec les risques perçus par les joueurs.
c'est quelle récompense ils perçoivent derrière. Et je pense qu'on peut pas vraiment parler de risque sans parler de récompense, parce que au final personne prend des risques gratuitement. Euh, et après c'est peut-être aussi parce que je suis un joueur qui se fait facilement avoir par ça, mais parce que je prends, mes personnages prennent souvent beaucoup de risques à part le moment où ils voient, à part le moment où ils ont l'impression que le joueur vaut la chandelle. Mais et je pense que ça c'est comme ça pour beaucoup de gens à plus ou moins grande échelle et plus ou moins fortement. Mais je pense que justement, et c'est une autre tactique que j'aime bien utiliser en tant que MJ, c'est vraiment faire miroiter des choses, que ce soit aux joueurs ou aux personnages, quoi, en fonction de ce qui les intéresse. Donc, ça peut être du loot, ça peut être tout et n'importe quoi. J'ai la chance d'avoir des joueurs très curieux, et donc souvent je leur fais miroiter des réponses, et ça marche bien, quoi. Ah oui, ça marche toujours. Mais après, la récompense personnelle aussi hein, peut être un moteur. Justement, enfin, tu vois, pour revenir sur cette princesse perdue, si tu veux, la campagne, elle s'est toujours sentie comme le maillon faible du groupe. C'est-à-dire il y avait deux hauts rêvants et un chevalier, et elle, c'était la petite princesse avec sa petite esparlongue et qui arrivait jamais à rien faire. Et donc, au bout d'un moment, en fait, elle en a eu marre, quoi. Elle en a eu marre parce qu'elle faisait jamais rien, elle était toujours derrière et puis elle arrivait jamais à rien. Et donc, elle a fini par foncer tête baissée à chaque fois pour se prouver aussi à elle-même, en fait, qu'elle était capable de faire des choses et prouver aussi aux autres personnages qu'elle était capable, en fait, qu'elle n'était pas juste un boulet pour le groupe, quoi. Et du coup, ça donne un très bon développement personnel de personnage. Ah oui, bah oui. Mais c'est vrai que ça Alors, peut aussi, ouais. pour donner un exemple, parce que tu m'as fait penser avec ta princesse, c'est pour vous parler de du fameux jeu de rôle que j'avais cassé donc avant le live, que j'expliquais, de mon ami. Donc, vu que je jouais ce personnage qui était fou, ça me permettait aussi de faire un peu comme toi, de mettre fin à des discussions, en fait. Parce que, en tant que fou, il y a un moment, il y allait. En fait, il se préoccupait pas de la discussion ou de la tactique. Parce que, certes, c'était un vétéran de guerre, mais il était complètement fou. Donc, bah, il partait et ça relançait la situation, ça relançait le combat, s'il y en avait un. Et, mais le pire dans tout ça, c'est que voilà, avec des bons lancers de dés et un personnage qui quand même faisait des actions euh, utiles, voilà, il s'en est sorti beaucoup. Et dernièrement, là, j'ai fait un one-shot d'horreur, rien à voir avec Toulouse ou quoi que ce soit, mais dans le style toujours voilà, où ta vie est très très et un fil en fait qui peut partir à tout moment. Il y avait cette balance de moi en tant que joueur, mais en même temps en tant que personnage, parce que on se joue soi-même, là, dans ce cas-là, où on jouait ce one-shot. Il y a la peur de mourir. Tu es dans une situation paranormale, tu as des fantômes, des gens qui sont morts et des gens qui meurent. Tu es très prudent, tu essayes de te garder en vie. Mais amène cette situation finale où on était coincé dans cette cave, on se faisait attaquer, et la solution était en gros, entre guillemets, devant nous, mais on n'arrivait pas forcément à le comprendre. Bah là, c'est le moment où, on va dire, c'est mon courage qui doit prendre la suite, parce que je dois prendre des risques, parce qu'en fait, si à vouloir être trop prudent, je vais tous me tuer. Et pareil pour les autres, en fait. Moi, j'ai fait travailler mes ménages. Ok, j'ai compris c'était quoi, en fait, la solution. J'y suis allé, bah, allez, je vais peut-être y perdre un bras, je vais peut-être y perdre une jambe, je vais peut-être me crever, mais j'ai sauvé tout le monde. Mais il faut que j'y aille. Et du coup, là, il faut que je prenne des risques. Donc là, c'est peut-être pas une récompense personnelle directement, mais c'est une récompense dans le sens où, en faisant ça, on va pouvoir réellement faire avancer l'histoire. Et Alors tu soulèves un truc. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de tactique quand il y a des jets de dés à faire? Parce que bah, finalement, les bizarrement, dés, c'est terrible. Parce que ça mm, peut te foutre en l'air une tactique,
ou ça peut complètement. aussi te faire réussir un truc qui était complètement idiot et où tu courais à la mort et tu fais un lancer critique, une réussite, un machin. Donc est-ce que la tactique, est-ce que les risques valent le coup quand il y a un jet de dés finalement? Est-ce que le risque c'est pas ça finalement? Est-ce que la tactique c'est pas ton jet de dés? Bah, C'est là où c'est intéressant, mm, mm. où la tactique justement, euh, enfin le risque oui il vient du dé, effectivement. Bah, le risque vient du dé. D'un autre côté, il y a beaucoup de jeux qui te permettent d'avoir une influence sur le jet de dé. Typiquement la dernière version de Warhammer, qui a le système d'avantages et désavantages, qui permet d'avoir un bonus ou un malus sur le dé. Des choses comme ça. Et moi, c'est quelque chose que je fais beaucoup, puisque j'écris, en plus d'écrire mon univers, j'écris les règles avec qui vont avec, parce que je trouve ça fun. Euh, et vraiment, je ne fais pas faire de GD si la situation ne pose aucun risque. Et deux, tous les GD sont influencés par le contexte et la prise de risque, enfin pour coller avec au mieux avec la prise de risque réelle de la situation, quoi. Et tu as de plus en plus de jeux hein, qui fonctionnent comme ça et qui fonctionnent aussi narrativement, c'est-à-dire qu'en fonction de ce que disent les joueurs, les joueuses, du coup, effectivement, tu peux donner des avantages ou retirer ou mettre des désavantages, enfin ça dépend Mm, quel mm, mm, mm. système, etc. Mais effectivement, tu vas avoir un système bonus-malus qui se met en place par la narration. Mm, mm, c'est ça. Et aussi en rétroaction, les dés qui vont te donner des bonus ou des malus, mais que tu vas devoir utiliser en narration aussi. Enfin, c'est de plus en plus des choses comme ça qu'on retrouve. Mm, mm, mm. Euh, Soit les dés qui poussent à la narration, soit la narration qui permet d'influencer les dés. Ouais, Ouais. complètement. Et c'est quelque chose c'est un principe que je trouve vraiment, vraiment très, très intéressant, parce que justement, ça permet d'avoir d'avoir une réelle importance des tactiques, quoi. Oui, parce que souvent on se retrouve avec des stats mais qui ne veulent rien dire parce que finalement sur un jet de dés, tout peut arriver. Sur notre jeu de rôle qu'on avait fait à 8 là avec 2 MJ, on s'était retrouvé dans une situation où on s'était amusé à échanger les corps. C'est-à-dire que les joueurs se retrouvaient avec les stats et le corps d'un autre joueur. Donc on s'est retrouvé avec un barde qui se retrouvait dans le corps de l'orc, qui avait les meilleures stats du jeu. Et il avait tiré des stats incroyables au dé, donc avec que de la Mhm. chance. Et du coup, l'orc se retrouvait dans le corps du barde, qui avait des stats très mauvaises. Ok. Et il s'est avéré que l'orc dans le corps du barde a tué plus de monde que le barde dans le corps de l'orc, Mais qui comme avait les quoi. meilleures stats. Donc il a fait des jets, l'orc, qui ont marché. Il a défoncé les gens à coups de lutte et les a tués. Et de l'autre côté, l'orc, enfin du moins le barde dans le corps de l'orc, il a fait des jets, mais vraiment que des échecs. Il a rien fait. Et le seul échec critique, enfin la seule réussite critique qu'il a fait, c'est pour prendre ses potes pour s'enfuir. Ok. Donc la tactique, en fait, ils avaient tous des tactiques, mais ils ne pouvaient même pas les mettre en place parce que le G, le D disait non. Ouais, c'est ça, et ça, je trouve ça vraiment dommage sur certains jeux ou même avec certains MJ. C'est vraiment quand les dés revêtent une importance trop grande en fait. Genre, je sais pas, il y a des scènes débiles, mais Alors j'en ai lancer une en tête, lancer hein. un dé pour s'asseoir sur une chaise dans une taverne, ça, c'est Ouais, des bon, choses comme ça. on est presque là-dessus. Alors, anecdote. Donc, j'étais avec un pote, on avait fait une partie de jeu de rôle dans son club. Enfin, j'étais parti passer quelques jours chez lui, et puis euh, j'étais allé dans son club, et puis il y a un des gars avec qui il joue, qui a un petit univers qui tourne sous Pathfinder, hein, donc du Donjon et Dragon. Voilà, Mhm. j'ai fait 3 parties dans ma vie hein, de Donjon et Dragon, mais donc voilà, l'univers super sympa. Enfin, le gars commençait à m'en parler, enfin, une géopolitique, un truc vraiment hyper intéressant.
Et puis, allez, au bout d'une demi-heure de jeu, on se retrouve sur du donjon, quoi. C'est porte-monstre trésor. On arrive dans une tour, quoi, et puis il faut monter la tour, et puis si tu fais du loot en tuant les trucs à chaque étage, enfin, j'ai halluciné. Et on se retrouve à la fin avec un mage, donc une salle, un mage qu'il faut buter. Donc moi j'avais un demi-orc, donc pareil, truc un peu bourrin quand même, quoi, sympa, hein. Euh, et il y avait une énorme table et le mage était au bout, de l'autre côté de la table. Donc je dis, bah, je saute sur la table, quoi. Je saute sur la table pour lui courir dessus et aller le massacrer. Et il m'a fait faire un jet. Et j'ai loupé. Parce que moi, les jets, je les loupe, quoi. C'est une règle chez moi. Ce genre de truc, je ne crois pas du tout à la chance, mais je n'ai pas de chance au dé. C'est un truc, ça, c'est comme ça. Donc je loupe. Donc il dit, bah non, tu n'y arrives pas. Et ok. Donc un round passe. Et round suivant, qu'est-ce que tu fais? Bah, je grimpe sur la table, quoi. Il dit, vas-y, fais un jet. Je loupe. Et donc, je n'ai pas réussi. Mon demi-orc n'a pas réussi à grimper sur la table. Alors, moi, j'étais sur la table en tant que joueur. J'ai commencé à grimper sur la table. J'ai dit, non, mais tu vois, enfin. Mais non, le maître de jeu a pas. Voilà, et mon demi-orc n'a jamais réussi à grimper sur la table. Donc, ce que j'ai fait, c'est que en fait, je me suis mis au bout de la table et j'ai poussé la table et j'ai éclaté le magicien contre le mur. Ça, j'ai réussi. Mais enfin voilà, il y a des trucs comme ça, effectivement, les jets de dés, des fois, tu te dis non, mais là, il n'y a peut-être pas besoin de faire un jet de dés, quoi. Je monte sur la table, c'est pas non plus. Mais bon, voilà. Là, j'ai eu un cas à peu près similaire, mais pas en montant sur une table, en déplaçant une table. Alors qui était certes un petit peu lourde, mais bon, et je jouais une magicienne pas forcément très musculeuse, mais bah, il me demande un jet de dés pour déplacer la table, je lance le dé, échec critique. Bon, bah je me suis démis l'épaule en déplaçant une table. Voilà. Limbago, mon gars. C'est exactement, voilà. Et à l'inverse, bah, le MJ dont je parle régulièrement là, qui ne masterise que pour un joueur en simultané, lui il fait très très peu de jets de dés. Y compris en combat d'ailleurs. Il y a eu une scène où il y a un ennemi qui me sautait dessus depuis les airs. Bah, moi je l'ai juste attendu avec une arme pour l'empaler à l'arrivée. Bah, il a estimé que les lois de la physique faisaient que naturellement c'était la seule solution possible qui finisse empalé sur mon arme. Et il m'a pas fait de jet de dés, quoi. Voilà. Il fait Ouais, passer le. Vas-y, finis, excuse-moi, je Parce t'ai coupé. il ne fait jeter de dés que lorsqu'il y a une réelle incertitude. C'est là où, en fait, je voulais rebondir à ça. C'est que je pense qu'en fait, les systèmes de dés où on n'a pas de bonus, d'avantage, etc., qui peut nous contrecarrer un peu le dé, c'est sur un système où vraiment on est sur du fun. C'est-à-dire que peu importe ce qui se passe, on n'est pas là pour gagner, on est là pour s'amuser. Et du coup, c'est ça, sur cette partie où on a fait à 8 joueurs, on était totalement sur du fun. C'est-à-dire que Mhm, on, on- quand on faisait un échec critique, c'était un truc extrêmement drôle qui se passait. Et à l'inverse aussi, quand on faisait une réussite critique, c'était quelque chose d'extrêmement drôle qui arrivait, mais qui mhm, était badass, quoi. Et sur ce système-là, voilà, c'est-à-dire que même quand on ratait tout, bah, c'était quand même, on passait quand même un bon moment. Parce qu'on était en mode, mais putain, mais c'est pas possible, mais je suis vraiment une merde. Genre, mon perso, il est nul, il peut rien faire. Et à contrario, voilà. Par contre, justement, c'est là depuis tout à l'heure, en fait, on en avait un peu parlé, le système, en fait, où j'ai rencontré des MJ qui faisaient pas forcément déjà de G pour certaines actions, et qui donnaient des bonus quand c'était très bien expliqué. Par exemple, le joueur disait je vais aller le faucher à la jambe pour le déstabiliser. Il disait ok, il y a une véritable réflexion qui a été faite, il y a une véritable tactique pour le coup qui a mhm, été mise en place. Je vais t'avantager ou je vais peut-être pas te faire de jet parce que je considère que ton personnage est suffisamment fort et expérimenté pour le réussir. ouais, c'est ça. Et à contrario, j'ai suis rencontré un MJ qui m'a dit totalement l'inverse. Il m'a dit, tu me dis une action très précise, je considère que c'est plus complexe parce que tu vises une partie plus, plus précise d'une anatomie, donc je te mets un malus. Mhm, mhm, mhm.
Ça Donc dépend. il y a un peu les deux écoles. Bah, Oui, un après, peu les deux les, écoles. ouais, les deux se tiennent, ça dépend effectivement aussi de ton personnage, ça dépend du système de jeu. Enfin, tu vois, les deux se tiennent. L'idée du malus, parce que tu vas viser précisément, ça semble plutôt logique, mais après tu as aussi selon est-ce que tu as pris le temps ou est-ce que tu n'as pas pris le temps, est-ce que ton personnage il est très fort là-dedans ou pas, enfin, il y a plein de choses qui vont entrer en jeu aussi pour ce genre de choses, mais le système est important. Euh, Complètement. et après, sinon, alors du coup, là, on sort de map et de tactique, mais c'est parce que je repense euh, aux avantages qu'on peut donner aux joueurs. Et là, en fait, c'est un avantage hors jeu, mais en jeu, c'était dans le jeu de rôle Ambre, où les joueuses ou les joueurs qui tenaient un journal avaient des points de bonus pour leur personnage. C'est un truc que j'aime bien faire aussi. Et c'était pas mal, tu vois, parce que bah, finalement, enfin, moi c'est pareil, c'est quelque chose que j'aime bien faire, Mm, prendre mm, des mm. notes au moins, voir tenir un journal après coup. C'est un truc que j'aime bien faire. Et c'est vrai que dans Ambre, t'avais ça. C'est-à-dire que si tu tenais un journal du scénario, enfin au fur et à mesure, bah, t'avais des bonus pour ton personnage, sachant que Ambre, c'était pas des caractéristiques, hein, t'étais au-dessus de l'autre ou t'étais en dessous de l'autre. Enfin, c'était un système très, 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 alors, très surprenant, mais en même temps très sympathique, un système d'enchères au départ. Donc, c'est-à-dire que Mm. tu as un nombre de points et puis tu fais des enchères sur les caractéristiques. Donc, tu mets un nombre de points sur tes caractéristiques de façon cachée. Et puis, bah, tu te retrouves premier, deuxième, troisième ou quatrième dans le groupe. Donc, tu en as un qui est forcément le plus fort bah, en force ou en intelligence ou machin. Et toi, tu peux être deuxième ou troisième ou quatrième avec un écart plus ou moins conséquent en fonction de ce que tu avais misé. Parce que ta mise, elle reste dans le truc, quoi. Et c'était un système assez amusant. Après, c'est un système enfin, c'est un univers qui est fait pour être paranoïaque et pour en vouloir à tout le monde et pour toujours être en comparaison avec les autres. Enfin, l'univers est comme ça. Mais ouais, c'était assez sympa. Bon, on Mm, sort mm, par contre effectivement complètement du cadre. mm, mm. J'ai effectivement aussi rencontré un maître du jeu qui est un peu comme vous, qui a tendance à donner des bonus si jamais, entre guillemets, on s'investit sur notre temps hors jeu. Après, pour revenir sur une question que tu avais posée, quelle est notre tactique en tant que MJ pour, on va dire, un peu Hmm. diriger nos joueurs? Euh, je dirais il y a plusieurs choses, justement. Donc, il y a technique d'Imétil de boum, un truc débarque quand la discussion traîne trop, par exemple. Et après, je dirais, euh, j'essaye de. Si je dois amener, on va dire, une scène de combat ou, entre guillemets, un peu importante pour les joueurs, d'essayer d'amener cette ambiance, en fait, de ne pas leur dire qu'il va y avoir un combat ou que ça va faire hop, bah maintenant faites-moi des jets et ah, tiens, c'est le combat. Non, mais essayer de les amener dans l'ambiance et dans la narration. Ah, il va se passer un truc. Ça, c'est pour moi une tactique en tant qu'MJ pour les amener au combat. Et après, c'est peut-être plus dans la façon de tourner les choses, de raconter pour essayer de faire comprendre que ce personnage est important ou ce personnage ne l'est pas. Après, je ne sais pas si vous avez des tactiques d'un point de vue vraiment, on va dire, clair et net là-dessus. Moi, ouais, j'essaie de faire ça un peu au feeling. Sur la dissociation entre personnage important, personnage pas important. Ouais, par exemple. Moi c'est tout con, j'ai pas de personnage pas important. Ça n'existe pas. C'est-à-dire que tu peux tuer un paysan random au milieu d'un champ que j'avais pas préparé, il va se passer des choses. Tu vas te faire courser par la famille, par tout le village, tu vas finir avec une prime sur ta tête. Enfin, il y aura toujours des conséquences, je pense, à chaque attaque de PNJ en fait. Et ça, quel que soit le PNJ.
Euh, Maintenant, ça peut être des conséquences positives aussi. Tu tombes sur un groupe de brigands, tu les déglingues tous. Effectivement, le prochain village risque de fortement te remercier. Mais, euh, mais j'ai pas de PNJ pas important. Ouais. Parce que, en fait, là où on va dire ça m'a posé problème, c'est justement sur la campagne DND, ils sont en train d'affronter quelqu'un qui fait partie d'un culte, mais vraiment le plus bas, vraiment le mec qui vient entre guillemets qui vient de rejoindre, celui à qui on ne dit rien. Il rejoint la secte, quoi. Et il s'entêtait à essayer de lui tirer des informations euh, qu'il n'avait pas. Alors qu'en fait, il leur suffisait juste d'aller à côté, de descendre dans la cave et ils avaient toutes les informations qu'ils voulaient. Mhm. Mais il s'entêtait à essayer de sortir des informations d'un personnage qu'il n'en avait pas. Bon, ils ont fini par comprendre au bout d'un moment parce qu'il leur disait de toute façon je ne parlerai pas, je n'ai rien à vous dire, voilà, c'est un fanatique hein, aussi. Hein. Mhm. Il- Ouais, mais il- si en plus tu le joues en mode je sais mais je vous dirai rien, ça c'est horrible. C'est vraiment histoire de faire perdre du temps aux joueurs. Tu sais. Oh, je ne Moi, je dirai rien. pense dans ce genre de situation, ça dépend vraiment comment les joueurs le font, parce que s'ils se mettent à interroger comme ça quelqu'un, un cultiste qui est en bas de l'échelle et qui ne sait rien, je pense qu'il va commencer par dire non, non, je ne vous dirai rien, je ne vous dirai rien. Puis s'il commence à être un petit peu violent, voire à vouloir le torturer ou quoi, il va dire non mais j'en sais rien, j'en sais rien, j'en sais rien, quitte à se mettre à pleurer. Et peut-être qu'au bout d'un moment, juste, il va leur monter un beau bar énorme pour essayer de s'en sortir, quoi. Ça aussi, ouais. ouais, c'est un peu ça, à la fin, il parlait plus en fait, parce que euh, quoi qu'il leur disait, de toute façon, ils étaient en mode vas-y, dis-nous, dis-nous. Je dis plus rien, moi. Ça sert à rien. Hum, hum, hum. Et à partir de là, ils ont commencé à comprendre que effectivement, c'était personne. Mais ce qui était drôle, c'est qu'ils avaient une crainte, c'était vu qu'ils avaient poursuivi ce cultiste qui était juste drapé d'un manteau, qu'il soit attaqué à un pauvre paysan qui passait par là, qui avait rien demandé, et qui commence à le poursuivre et le tabasser alors que le mec il avait rien demandé quoi. C'était leur peur. Je leur ai dit heureusement, ça c'est un cultiste les gars, vous inquiétez pas. C'était prévu. Elle est où, tout. Et je leur aurais pas dit ça, tu vois. J'aime bien, mais j'aime beaucoup comment ça fait partie de peut-être mes tips de MJ, c'est je ne révèle jamais une information qu'ils n'ont pas trouvée. Ou qu'ils n'ont pas cherché ou qu'ils n'ont pas deviné eux-mêmes. S'ils décident de torturer un mec, bah ils vont torturer ce mec, et puis bah tant pis pour eux si c'était un paysan, quoi. Ouais, ouais, après moi, enfin ouais, moi je t'avouerais que de temps en temps, j'hésite pas, tu vois, quand vraiment ça devient trop long ou quand je vois qu'ils sont perdus, j'hésite pas à me mettre en off, tu vois, Hmm. et à sortir. Puis on repasse off-roll et puis à dire non mais là les gars c'est bon quoi. Laissez ce gars-là c'est bon quoi. Laissez Là tomber. Tu vois, quand c'est vraiment des fois trop de temps en insistant temps, qui ouais. reste là-dessus, ouais. Des fois de temps en temps tu dis non bon là, on va Moi, je pense recadrer, on va je recadrer pense un qu'il y a peu. des, je pense qu'il y a des moments où on est un peu obligé, hein, Mm. parce que bon, c'est bah, comme les discussions qui traînent trop, quoi. Les discussions Ouais qui tournent voilà, en rond ou quoi. C'est- c'est ça. Donc finalement, on n'a pas tant de tactique que ça en tant que MJ pour cadrer nos joueurs, dans un sens. Puisque finalement, on est obligé de passer en off Bah, pour les recadrer. bah, c'est après, ouais, moi je vois plus les tactiques dans le sens où tu viens titiller le joueur et titiller les personnages, plus que des tactiques pour leur donner des solutions, tu vois. Enfin, Mhm. moi, je n'utilise pas de tactique pour leur donner des solutions. Euh, Justement, donc le but c'est quand même qu'ils essayent de se débrouiller par eux-mêmes. Et effectivement, entre le PNJ important et le PNJ pas important, bah ils le verront quand ils le verront quoi. À un Oui, moment c'est ça. donné. Mais normalement, enfin après, enfin comment dire, je dirais que c'est pas le boulot du MJ de leur donner la solution, mais que c'est le boulot du MJ de leur offrir la possibilité d'avoir la solution. Hmm. Typiquement, si c'est un cultiste tout au bas de l'échelle sociale, je sais pas, je vais leur donner des détails, genre il a des bottes trouées, voire il est pieds nus, même sa bure est trouée, tu vois que c'est quelqu'un qui prend pas spécialement soin de lui, qui a pas spécialement d'argent, des choses comme ça quoi. Des choses qui peuvent indiquer.
que c'est vraiment quelqu'un qui est en bas de l'échelle sociale. Et à l'inverse, si c'est un ponte du culte, il va avoir un bijou particulier. Oui, après, c'était Mm. prévu, en tout cas, d'avoir une différence dans les niveaux, justement, de la secte, qui soit un peu visible. Bon, eux, ils se sont fait un peu chier à le tabasser avant de le fouiller, Ce qui est déjà. dommage. Et une fois qu'ils ont fouillé, ils ont eu le symbole de la secte et ça leur a permis d'ouvrir la cave. Après, Ouais, ils n'ont pas voulu descendre dans la cave, ils ont dit on met fin à la session pour aujourd'hui. Pas ok. de souci. Mais voilà, quoi. Ils ont réfléchi un peu différemment. J'étais en mode bon, c'est pas une énigme pour le moment, enfin pas vraiment très très compliqué en soi. C'est juste que des fois, ils sont un peu dans leur monde, les joueurs. Hein. Oui, bah oui, forcément. Forcément. Mais c'est bon, enfin, peut-être, ouais, j'hésite. C'est vrai que j'hésite pas trop à rajouter des trucs, des choses imprévues. Déjà, je tourne beaucoup à l'impro. Et c'est vrai que quand je vois qu'ils piétinent, j'hésite pas à rajouter des petits détails après coup auxquels j'avais pas forcément pensé ou quoi. Pas pour leur donner la solution, mais pour leur indiquer une piste possible et les lancer sur la réflexion, quoi. Mm. Bien. Eh bien, écoutez, messieurs, bon, ça fait 1h20 déjà. Ouais, bah, on On n'est va. pas loin d'avancer. Ouais, c'est ça, je m'étais dit on va faire plus court là, hein, ça va aller plus vite. Mais bon, il y avait 2 mots, on a pas mal digressé aussi. Mais c'était encore une fois très très sympathique. On retrouvera la vidéo, à mon avis, demain sur YouTube. Euh, je vais récupérer ça et puis bon, il n'y a pas particulièrement de montage à faire, je pense, donc c'est nickel. Je vous remercie tous les deux. Merci à toi. Ouais, Merci à toi Encore. c'était de m'avoir vraiment invité. sympa. Bon, encore une fois, je pense qu'on va attendre 2 jours au moins pour faire la suivante. Et on verra s'il y a d'autres personnes aussi qui sont motivées et qui veulent venir participer. Euh, Yes. ouais, Mm. je vous dis bonne soirée à tout le monde. Pareillement. Et puis bah, on se revoit d'ici quelques jours. Bye bye. Bye bye. Yeah, le MAN. Temple du temps.